On pense que les médecins ont un très haut niveau scientifique dans la relecture d'articles, mais ça n'est pas vrai. En fait, il y a beaucoup de médecins qui sont prolétarisés. J'entends par là qu'il y a une perte des savoirs, une perte des savoir-faire, une perte des savoirs théorisés, une perte des savoir-être même, au fur et à mesure de la mise en place d'une médecine dans le temps qui est une industrialisation progressive de la fabrique de biens et services de soins. Et que finalement, on est un peu loin du médecin des années 20 ou du 19e siècle, qui était à la fois un scientifique qui essayait vraiment de bien comprendre. Aujourd'hui, un bon médecin, c'est quelqu'un qui est docile au protocole. C'est pas quelqu'un qui est critique, c'est pas quelqu'un qui est humain, c'est pas quelqu'un qui est gentil. Dans mon service, un bon interne, c'est un interne qui est docile au protocole. Tous les corps intermédiaires de notre société ont perdu leur influence sur le corps politique. Le corps politique s'est autonomisé quelque part. En faisant semblant de faire une république des experts, il a défini que finalement les syndicats n'avaient plus d'importance pour lui, les médecins n'avaient plus d'importance pour lui, les enseignants n'avaient plus d'importance pour lui, les pompiers n'avaient plus d'importance pour lui. Le corps politique s'est autonomisé, et pas seulement des médecins. Donc, pour moi, on est dans un corps politique qui s'est extrait de son rôle de représentation et qui a pris un autre rôle, qui est le rôle de dire la messe et dire ce qu'on doit penser de manière dogmatique. Or, pour tenir un dogme, vous n'avez pas besoin de critique, au contraire. Vous ne voulez pas avoir de critique ni de doute. Vous préférez qu'il y ait personne qui vous dise le contraire de ce que vous prenez. Donc aujourd'hui, le pouvoir politique a choisi des experts qui sont exactement conformes à ce qu'ils prônent. Et surtout, n'entendra pas les autres et même empêchera leur voix. Aujourd'hui, vous voyez, Créinfo Covid a subi plus de 3 annulations de vidéos, alors qu'on parle de tests, de masques. On n'est pas des dangereux anarchistes, quoi. On a déjà été interdit 2 fois de publication, une première fois pendant 10 jours et là en ce moment pendant 21 jours. Pourquoi les GAFAM se permettent en fait de censurer une partie du discours contradictoire, alors même qu'on porte plutôt du doute, justement, nous, on cherche à ouvrir la question, pas à répondre de manière dogmatique. En fait, une bonne partie de leur opinion scientifique se base sur du fact-checking du Monde ou de Libé ou sur les Échos ou Le Point. Et il y a une espèce de paresse intellectuelle à aller chercher pour de bon, à aller gratter en fait la recherche et le monde les data. J'ai pas de conflit d'ego dans cette histoire. Moi, j'ai rien à gagner en fait. Au contraire, j'ai plutôt tout à perdre en fait en termes de carrière, en termes de menaces, en termes etc. J'ai finalement l'honneur d'être le porte-parole d'un collectif et puis plein de cercles qui se répondent les uns les autres. Le cercle garde l'information, le cercle production de contenu critique et scientifique, le cercle défense juridique de ceux qui sont inquiétés, le cercle remontée de témoignages de citoyens, le cercle lien au collectif. Tous ces gens-là, en fait, parlent les uns avec les autres. Et moi, j'ai juste l'honneur d'être le porte-parole de ces gens-là. Et une grande partie de ce que je dis, si vous voulez, c'est la synthèse de tout ce qui m'est fourni par toutes ces personnes-là. Les chiens de garde médiatiques sont là pour tenir le pouvoir et sa narration exactement telle qu'elle doit rester, et que s'il y a une idée divergente, il faudrait qu'on nous dise comment la penser dès le départ, avant même qu'on l'ait reçue. Parce que ça nous permet, comme le fait Libé, comme sont devenus Le Monde, hein, c'était des journaux tout à fait intéressants il y a 15 ou 20 ans, et qui sont devenus petit à petit une espèce de prêt-à-penser, comme du prêt-à-porter, si vous voulez, dans l'habillement, qui vous permettent finalement de ne pas vous laisser toucher par quoi que ce soit qui soit autour. Hold Up, malgré tous ses défauts, malgré le côté étrange, effectivement, de certains de ses intervenants, ou bien discutable, déplie la crise sanitaire en une crise systémique. C'est-à-dire ouvre l'idée qu'il y a une crise sociale, il y a une crise démocratique, il y a une crise financière, il y a une crise, il y a d'autres crises en même temps. Et ça, pour moi, c'est une idée très intéressante parce que le Covid-19 vient taper sur une société très malade et qui était déjà malade avant. C'est pas quelque chose de nouveau. Elle vient bousculer un ordre social qui était déjà en train de s'effilocher. Elle vient bousculer un monde financier qui était déjà au bord de la faillite. Si vous écoutez Gaël Giraud sur Thinkerview, des gens comme ça, ils vous expliquent déjà depuis plusieurs années que la dette des étudiants américains, la dette chinoise, la financiarisation de l'économie n'est pas tenable, quoi. C'est pas un truc qui est tenable. Oui, on a une corruption systémique dans la production du savoir. On a une corruption systémique des laboratoires pharmaceutiques. Le pouvoir politique lui-même cherche-t-il le bien commun? Si je prends la génération de mes parents, c'est des gens qui ont connu le général de Gaulle et qui considèrent que
l'État tutélaire, finalement, leur veut du bien, les a sortis du nazisme, etc. Et sont restés sur cette idée-là. Alors même que peut-être nous ne sommes plus face aux mêmes personnes, ni dans la même structure de pouvoir aujourd'hui. Donc le fait que les politiques soient en partie au moins les marionnettes de multinationales, moi, ça ne me semble pas hyper choquant, si vous voulez, comme idée. Euh, c'est quelque chose que je pouvais entrevoir avant de regarder Hold Up. Donc, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il faut tenir le droit. Il faut tenir les règles de droit. Il faut invectiver systématiquement le pouvoir sur ces dérapages totalitaires qui sont en train de se généraliser de tous les côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, ça commence dans les écoles avec des enfants qui sont mis à pied parce qu'ils n'ont pas mis le masque comme il faut, sans conseil de discipline, sans discussion avec les parents, sans rien du tout. Donc des décisions qui sont arbitraires, simplement vraiment paranoïaques et totalitaires, au motif que ce serait ça le plus important sur le fait de scolariser l'enfant. C'est déjà des choix très particuliers qui sont en plus au mépris de la réalité, c'est que les enfants ne sont pas vecteurs, ne sont pas contaminants, ne sont pas malades. Donc, qui est basé vraiment sur une peur uniquement. Et ça commence dans les écoles, mais ça continue dans les universités. On leur dit, tu mets ton masque et tu obéis, point barre. Sinon, tu es mis à pied. On est en train de tirer entre la réalité et la narration un fil qui va se rompre, en fait. Ce que racontent les médias et le gouvernement n'a plus rien à voir avec le réel. Et c'est ça qui nous a fait nous mettre en mouvement. Mais sans forcément un projet abouti, établi à 5 ans. Aujourd'hui, au sein de Réinfo Covid, il n'y a que des bénévoles. Il n'y a que des gens qui prennent sur leur temps, qui se réunissent tard le soir, dans une ambiance de résistant, vraiment. Et moi, y compris. Et donc, c'est quelque chose qui tire très, très fort, en fait, sur la machine, sur tout le monde, parce que c'est en plus de notre vie familiale, en plus de notre vie professionnelle, en plus de tout. Jusqu'ici, la narration mainstream, les sophistes, comme je me plais à les appeler, ceux qui nous maintiennent dans l'ignorance et dans le fond de la caverne, dans des chaînes, et qui nous empêchent de voir la réalité et agitent des ombres et des chimères, ces mêmes gens-là ont monopolisé la capacité narrative. On a neutralisé au sein des populations progressivement l'idée même du risque. Il y a une banalisation du risque technique, alors qu'il y a une surestimation du risque de plein d'autres choses, du risque viral, du risque de sortir dans la rue, du risque de financier. Mais le risque technique, lui, est arrivé à un niveau très très bas qui autorise progressivement le cumul de multiples risques technologiques et qui empêche une régulation politique de ce risque. Au motif qu'on freinerait l'innovation, si vous voulez. Et un accroissement de la prise de risque dans la durée qui peut aboutir à des grandes catastrophes, comme le dérèglement climatique, par exemple, ou des choses comme ça. Vous avez un énorme gâteau à croquer, financier. Donc, vous avez un certain nombre de firmes, 46, 20 vraiment dans les starting blocks, qui sont en compétition les unes avec les autres. Donc, ce n'est pas la vaccination, tout le monde est d'accord pour faire ensemble un très grand projet qui va bien marcher. Non, non, vous avez des firmes en compétition maximale, les unes avec les autres, en prédation maximale sur les marchés de vaccinaux. Et donc, ces gens-là, s'ils sont dans cette optique-là, vous pouvez bien imaginer que les données qu'ils vont vous donner, c'est celles qui veulent bien vous donner. Ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied le jour d'avant en disant on a plein d'effets secondaires et puis ça ne marche pas. Ce serait étrange à tout le moins, puisque c'est eux-mêmes qui les font. Et donc les bases de données qui sont fournies par exemple à l'Agence européenne du médicament ou à la FDA ne sont pas celles qui ont été faites par des études faites par des personnes différentes. C'est celles qui ont été faites par les firmes elles-mêmes. Et en général, ces données sont très parcellaires, elles sont très carrées, tout est bien propre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la FDA ou l'Agence européenne du médicament va demander des compléments qui vont être fournis en partie, puisque tout est déjà prêt, si vous voulez. Et que normalement, il faut un peu de temps pour analyser tout ça. En l'occurrence, les prises de décision sont extrêmement rapides. C'est-à-dire que l'Agence européenne du médicament a prévu de statuer sur les vaccins BioNTech, Pfizer, Moderna en moins d'une journée. Ça paraît fou, d'analyser des dossiers techniques comme ça en moins d'une journée. Vous avez 86% des gens qui sont testés positifs, avec tous les bémols sur ce que veut dire être testé positif. 86% des gens qui sont asymptomatiques. Vous avez 93 à 97% des gens qui sont testés positifs, toujours avec les mêmes bémols, qui sont asymptomatiques ou bénins. C'est-à-dire qu'ils font des formes pas très graves. Puis vous avez les autres. Mais ça veut dire que dans l'ensemble, vous allez mettre votre curseur de sécurité très haut parce que vous n'avez pas envie de rendre malade des gens qui vont bien.
pour éventuellement diminuer la charge sur les réa, pour diminuer la mortalité de gens de plus de 85 ans. Si on suit la narration mainstream, il n'a jamais été question de vous enlever le masque ou de vous permettre de faire quoi que ce soit, et y compris si vous êtes vacciné. D'autant plus que le taux de couverture vaccinale sera au mieux de 75% peut-être, et qu'on va vous expliquer que ça ne suffit pas pour retrouver vos libertés publiques. Donc pour moi, c'est un des éléments clés, c'est celui de rapt du contrat social unilatéral sur des motifs sanitaires. C'est ce motif-là, je crois qu'il faut regarder en face. C'est-à-dire que dans une société ingouvernable, qui a été proposée comme telle, en tout cas dans les analyses récentes des dernières années, la tentation d'un totalitarisme soft est grande. Et ce totalitarisme soft, sur motif sanitaire, en plus, trouve sa justification rationnelle. Ah ben voilà, c'est pour votre bien, quoi. Les entrepreneurs, les restaurateurs, etc. sont empêchés de travailler sur des motifs sanitaires qui sont faux. Mais c'est ce que Ariane Bilan et moi avons appelé le déferlement totalitaire, le moment paranoïaque de l'humanité, c'est-à-dire et ce que déjà Foucault avait appelé le biopouvoir ou la biopolitique, c'est-à-dire vous faire sortir de votre habitude, progressivement, changer la normalité du travail, la normalité des rapports humains. Ça a bien été décrit par Giorgio Agamben dans la survenue des systèmes totalitaires. Et voilà, et donc vous êtes un esclave, vous trouvez que le mot est fort. Alors, on pourrait peut-être trouver un autre mot. Vous êtes privé de vos libertés, c'est-à-dire vous n'avez pas donné mandat au pouvoir de décider pour vous si vous deviez être en bonne santé ou en mauvaise santé, si vous deviez être confiné ou pas confiné. Ce n'est pas le mandat que vous leur avez donné. Donc, c'est ce que j'appelle un rapt du contrat social. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous faire braquer complètement votre liberté et le pouvoir. Aujourd'hui, quand vous avez des députés écologistes qui vous expliquent qu'il va falloir un passeport biométrique avec votre certificat vaccinal pour pouvoir accéder au théâtre, à la culture, etc., ça veut dire qu'on met ensemble deux idées qui jusqu'ici on n'avait pas cherché à rapprocher avant cette histoire-là. C'est l'idée de pouvoir aller au théâtre et l'idée d'être vacciné. Ça vous avait pas effleuré avant cette histoire-là. Ben là, ça y est, on l'a mis dans votre cerveau que ça va ensemble. On a mis dans votre cerveau que ça va ensemble, l'idée d'être vacciné et de pouvoir travailler ou de pouvoir aller voir les personnes âgées. Finalement, les idées que vous défendez, les opinions que vous pouvez proposer, pour beaucoup de gens, sont des tickets d'entrée sociaux, ne sont pas en fait vraiment leurs idées. Et d'ailleurs, s'ils changent d'interlocuteur, ils vont avoir une idée un peu plus à gauche, un peu plus verte, un peu plus à droite, en fonction du dîner où ils sont invités, sans en éprouver un inconfort manifeste. Et montrant que cette raison est quand même labile à l'appartenance sociale. Et je crois qu'il y a quelque chose de ce domaine-là qui est que pour beaucoup de gens, renoncer à certaines idées, ou en tout cas accepter d'autres, ça voudrait dire je vais être exclu de mon groupe social. Et ça, c'est encore plus douloureux que d'avoir raison, tort. Et donc, vous allez parfois préférer la parité à la vérité. Parce que sinon, vous risquez d'être seul. Et c'est le cas. En ayant porté les idées que j'ai portées, j'étais exclu de mon groupe social de réanimateurs bien pensants. Et donc, est-ce que vous êtes prêt dans l'aventure de la raison à cette exclusion sociale? Ça, c'est une vraie question. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous allez utiliser la raison pour justifier votre appartenance sociale. Vous n'allez plus vous en servir comme un moteur à essayer d'explorer le vrai, mais comme d'un outil, un marteau, comme vous disiez, à essayer de faire de la raison résonante, auto-justifiante, quoi. Chez les résistants que je vois autour de moi, ils ont accepté cette idée qu'ils allaient être exclus de cette société-là. Et la réalité, je vous le dis clairement, c'est que moi, je suis déjà exclu de cette société-là, technophile, transhumaniste, depuis longtemps, en fait. Je ne souhaite pas y aller. Je fais partie de ces collapsologues ou collapsonautes, ou appelez-les comme vous voulez, ceux qui pensent que nous sommes en effondrement de civilisation, que les choix qui ont été faits nous amènent doucement à une humanité dégradée et que ça n'est pas souhaitable. Donc, pour moi, il y a deux chemins différents. Il y a ceux qui sont rassurés par l'idée de la technique qui les maintiendrait dans le confort et dans surtout pas être au contact de ce feu brûlant qu'est la vie.
Et puis d'autres comme moi qui plutôt imaginent que l'avenir serait plus souhaitable comme dans La Belle Verte de Colin Serrault, c'est-à-dire oui, il va nous arriver des aventures, il va nous arriver des difficultés, mais si on arrive à… Mais on va y faire face et tant mieux, quoi. C'est ça l'inventivité de l'humain et les choses surviennent pour le meilleur, quoi. Je pense qu'il va y avoir un déferlement totalitaire. Je pense qu'il va y avoir un déferlement de violence en regard qui va essayer de contrer ce déferlement totalitaire. Et on le voit déjà sur la loi de sécurité globale ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une troisième voie qui est possible, qui est celle de la non-violence, qui est d'essayer de tenir le coup le temps que tout ça s'effondre, parce que ça va s'effondrer. Parce qu'une société totalitaire, en fait, n'est pas viable, n'est pas tenable dans le temps. Et puis, ma recommandation, c'est toujours la même, c'est éteignez la télé, éteignez vos téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez, et puis retouchez du réel, en fait, de la réalité, quoi.